Alors bonjour ou rebonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence pour cette dernière conférence du Medfeld 2025 pour ce thème, donc jungle des labels, obligation ou vraie valorisation. On va avoir plein de choses exclusives à vous présenter. Donc merci vraiment d'être là. Alors simplement en guise d'introduction avant de présenter nos intervenants. Donc les 2 dernières décennies ont vu quand même la montée en puissance de labels privés, de différents SICO, de cahiers des charges spécifiques, HVE, bio et ses différents segments, et puis des scores comme le Nutri-Score. Bon, bref, la liste est longue de promesses, d'attributs, comme de garanties par rapport à la qualité et à l'origine des produits alimentaires. Mais voilà, dans cette recrudescence, on a parfois le sentiment que la liste est longue et que les critères s'additionnent. Et donc, comment créer encore de la différenciation et de la valeur ajoutée pour les entreprises qui sont engagées dans ces démarches sans noyer les consommateurs? Comment orienter la préférence consommateur vers des produits et des filières vraiment plus vertueuses? Et puis à l'avenir, voilà, quelles sont les pistes d'amélioration dans l'information aux consommateurs? Donc c'est de tout ça dont on va débattre dès à présent. Alors, pour en débattre, on a autour de la table Cécilia Célérette, que je ne présente plus, mais si quand même un petit peu, donc directrice adjointe de la direction stratégie filière donc à Interfel. On a donc Philippe Faure à ma droite, qui est le directeur commercial chez Rougeline, et on a Marc-Henri Blarel, qui est consultant et dirigeant chez Fruits de Valeur. Voilà. Alors, on va démarrer, en fait, on va faire un petit peu la séquence en 3 parties. On va démarrer quand même un peu par un panorama, un état des lieux, finalement, de quoi parle-t-on? Alors, Cécilia, on va démarrer avec toi. Voilà, bah déjà, quel est le poids des labels dans la consommation, dans l'achat, enfin, dans le choix des consommateurs? Alors, tu l'as dit effectivement, Florence, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Les démarches aujourd'hui en fruits et légumes et plus largement si on va voir au niveau de l'alimentaire, elles sont quand même nombreuses et variées. Et si on prend ne serait-ce que les SICO au niveau alimentaire global, on a quand même 1200 SICO qui sont répertoriés. Nous, pour les fruits et légumes, on en a à peu près 67, c'est quand même pas négligeable. On a 32 IGP, 22 AOP et 13 labels rouges. Après, bien sûr, on a dans les démarches environnementales le bio qui représente aujourd'hui 7% de part de marché en fruits et légumes. On a une quinzaine de démarches environnementales qui sont certifiées de niveau 2 et donc qui regroupent des adhérents et des maillons de l'amont à l'aval en passant par l'expédition. On a également des démarches en termes, bon, bien sûr, on a HVE quand même, 3000 entreprises qui sont HVE. On a des démarches sur l'origine. Le logo fruits et légumes de France, c'est aujourd'hui une douzaine de déclinaisons, environ 700 opérateurs qui le déclinent. Et puis après, on a bien sûr tous les démarches au club qu'on pourrait toutes citer. Alors, je ne les ai pas toutes comptées, mais elles sont nombreuses et de plus en plus nombreuses. On a bien sûr toutes les démarches autour des allégations santé, zéro résidu, cultivé sans résidu de pesticides. On a également ensuite tout ce qui est commerce équitable, qui sont aujourd'hui, voilà. Donc si vous faites tout ce panorama, on a quand même un certain nombre de démarches, peut-être un peu confusantes pour le consommateur. Et alors, avec dans cette inflation alimentaire qu'on a quand même vécue, on arrive sur un palier haut, mais quand même on a vécu une grosse inflation, donc post-Covid. On a vu plutôt un mouvement de descente en gamme. Voilà, enfin tout ça est venu percuter en fait cette montée en gamme. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des signes de frémissement de Alors, reprise? la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a des signes de frémissement. On est passé vraiment par une phase très difficile, puisque le panel Kantar nous dit que, par exemple, dans la baisse des volumes qu'on a pu traverser, à peu près 21% est imputable à de la descente en gamme. Ça veut dire que non seulement on en a mis moins dans son panier, c'est ce qui a fait baisser globalement le volume, mais on en a mis effectivement moins
de produits de qualité. Pour le bio, c'est 12% de moins en 2022, c'est 6% en 2023 et c'est encore 1% de baisse en 2024. Mais on sent effectivement une forme de stabilisation sur la fin de 2024 et puis des frémissements de reprise. Ce qu'on a perdu globalement sur ces années-là, ce sont des consommateurs qu'on pourrait dire un peu occasionnels qui venaient sur les différentes démarches à l'occasion parce que certaines euh, thématiques portées par ces labels les intéressaient. Donc ceux-là, on les a perdus. Mais les gens qui sont des vrais consommateurs de produits bio ou de produits bons pour l'environnement ou bons pour la santé, ils sont toujours là. Ils en ont mis un petit peu moins dans leur panier parce que on achète avec un budget. Le budget, il est fixe et il faut attendre que ce budget, il bouge avec l'évolution du pouvoir d'achat. Donc ça, on a du pouvoir d'achat qui est remonté, notamment sur les dernières années, et on commence à avoir du frémissement. On commence même à revoir dans certaines circuits de distribution peut-être un peu plus de référencement. C'est vrai que les magasins spécialisés sont restés assez fidèles. Au niveau de la grande distribution, on a eu un certain nombre de déréférencements. On voit que voilà, c'est en train d'un petit peu de bouger. Donc, on a bon espoir qu'on reprenne une dynamique peut-être progressive, bien sûr, parce qu'on est encore dans des incertitudes, mais oui, il est là. Les gens, ils n'ont pas abandonné le plaisir voilà, de manger sainement et d'avoir des aliments qui correspondent à leurs attentes dans leur assiette. Merci. Alors pour compléter ce panorama, Marc-Henri, donc je te donne la parole. On va le faire un petit peu en deux temps. Concernant donc les labels et les SICO en magasin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc tu as fait un tour des magasins. Oui, on va faire un petit tour ensemble de magasins. Voilà, je vous ai préparé quelques photos. Ça concerne la pomme, donc ça ne dit pas tout des SICO fruits et légumes, mais ça va nous fixer quelques idées. Voilà, je vais les afficher avec l'aide de Jean-Pierre et de son équipe. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voulez bien afficher le diaporama? Bon, eh bien, ça va se produire, j'imagine. Ça marche, ouais. Voilà. Non, normalement, je l'ai. Voilà, c'est bon. Alors, il s'affiche pas encore pour tous. Voilà, super. Allez, on est parti. En fait, le premier constat qu'on peut faire, c'est d'abord des labels qui sont invisibles. C'est-à-dire des producteurs qui ont fait l'effort de produire selon ces critères, des centrales qui les ont référencés, des personnes en magasin qui les ont disposés. Et là, ce que vous voyez, c'est que, en fait, on le sait pas. Alors, si on va s'accrocher au stick, youpi, voilà. Alors, et on va le revoir à plusieurs endroits. Je vais pas m'attarder, mais ici, on est chez Grand Frais. L'axe stratégique de mise en valeur du HVE se voit bien, mais la pomme qui est là, elle est d'abord SICO. Elle est d'abord AOP du Limousin et on ne le sait pas. Voilà. Et c'est la même chose chez Monoprix. Alors là, je vais quand même pointer quelque chose qui me choque, c'est qu'ici, en fait, on est sur une marque de distributeur, la filière qualité Carrefour, qui a invisibilisé totalement le SICO et qui a fait une captation de la valeur au profit de sa marque sans aucune retour envers ni le territoire, ni voilà le SICO qui est en fait l'ingrédient initial. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une anomalie. Je pense que, alors voilà, hein, dans la négo, c'est des choses qui peuvent arriver, mais il y a quelque chose qui n'est pas fair play dans cette affaire-là. On a heureusement des choses qui se passent plus favorablement, où ça devient plus visible, et souvent c'est la MDD qui va porter le SICO. Hein, et on peut s'en réjouir, parce que on verra tout à l'heure dans la conclusion que finalement c'est une bonne nouvelle. Bon voilà, il y a quelques exemples qui sont sous les yeux. Et puis sur le vrac, il y a des fois où on voit quand même arriver la mention sur le balisage. En tant que homme de marketing, je trouve que ça manque d'ampleur, de puissance pour dire tout le bien qu'il y a à dire de ça, mais au moins, il y a quelque chose dans le fonctionnement de l'enseigne qui affiche appellation d'origine protégée et le territoire. Voilà.
on va regarder le positif. Voilà, les exemples inspirants, toujours au rayon pomme. Ici, c'est Match qui a un engagement. Et la dimension d'engagement de l'enseigne en faveur de telle ou telle décision de ses appros est un point d'appui. Otera n'est pas une enseigne très connue, elle est très centrée sur le local dans le nord de la France, mais elle a besoin de raconter des choses sur ses appros. Voilà, elle fait le double affichage du prix pour tous ses produits bruts. Et puis Auchan, qui a le choix d'une filière, mais qui n'invisibilise pas les SICO. Hein, et à côté de son identité de filière, elle rappelle bien que il y a un SICO qui soutient, et elle explique. Voilà. Et donc finalement, si on résume, pour que ça marche, il faut que les gens de toute la filière, mais donc jusqu'au bout, jusqu'à l'aval, se soient appropriés la démarche et qu'ils la fassent leur. Et pour moi, la meilleure démonstration de ça, c'est le local. Parce que quand on fait un tour de magasin, le moment où les chefs de rayon, les employés de rayon mouillent le maillot le plus fort, là où ils s'engagent, c'est pour le local. Voilà. Merci. Merci donc pour ces premiers enseignements. Est-ce que c'est un parti pris la pop ou c'est parce que c'était flagrant? C'était les informations les plus fraîches et les plus accessibles que j'avais à vous donner. Très bien. Alors, tu as réalisé pour le Medfeld, donc je vois qu'il y a beaucoup de monde, ça me réjouit. Tu as réalisé une enquête exclusive pour comprendre l'évolution des perceptions et des attentes des consommateurs dans le temps concernant les labels et les SICO. Et donc, tu vas nous présenter, voilà, quelques résultats. Je ne sais pas s'ils sont inspirants, mais en tout cas, ils vont mener au débat, je pense. Voilà. Donc cette enquête, on se débrouillera pour qu'elle soit disponible pour tous. On est vraiment sur une logique d'open source. C'est fait pour servir tous ceux de la filière qui ont besoin de prendre des décisions. Voilà. D'accord. Donc on ne sait pas encore le canal de transfert, mais les journalistes déjà sont là. Mais voilà. Je vais vite sur tous les aspects. On a fait une étude représentative de la population française. Vous aurez tout ça dans les détails. Je vais tout de suite aux résultats. Dans l'importance des critères, bon, le prix est là, il est toujours là, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Ok. La production locale est un fil rouge continuel, simple, compréhensible, qui est une clé d'entrée très très forte. Elle est déjà là, vous le savez, mais qui ressort de cette étude. Et avec ce qu'on est en train de se parler autour des SICO, l'origine et la traçabilité, la réassurance est quand même attendue juste devant le mode de production. Voilà. Derrière le prix quand même. Oui, derrière le prix, mais dans l'époque où on est, je pense que c'est normal que le consommateur nous dise ça, et tous ceux qui en font régulièrement des études savent que le prix, il est là, voilà, tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on le minore, mais ok. En termes de connaissance des produits alimentaires, on n'est pas que fruits et légumes. On retrouve bien une hiérarchie des signes de qualité, et les signes officiels trouvent vraiment bien spontanément leur place. Donc voilà, ils ont une notoriété de fond installée. On pourrait souhaiter qu'elle soit plus grande pour l'AOP, l'IGP et l'AOC, mais elle est là. En notoriété assistée, bon, désolé, il y a toujours un consultant qui fait des tableaux illisibles, eh bien voilà, c'est celui-là. Malgré tout, il est très instructif. Donc c'est pour ça que vous aurez le plaisir de le consulter aussi après coup. Il vous donne deux dimensions. Est-ce que je connais ce repère? C'est la notoriété assistée. Et ensuite, toutes les autres colonnes, c'est est-ce que je le comprends? Est-ce que je trouve qu'il a de la valeur ajoutée? Est-ce qu'il me rassure? Est-ce que je trouve qu'il a un impact sur les sujets de la durabilité? Et enfin, est-ce qu'il correspond à mes attentes? Et on voit que là, il y a des résultats quand même très hétérogènes. On a bien sûr des labels officiels, on a des labels des démarches privées, d'accord. On aurait pu en mettre d'autres, mais on a décidé forcément de faire certains choix. Ne nous en veuillez pas pour ceux qui sont pas représentés. Ce qui ressort, c'est que dès que la démarche a une proposition de valeur très claire, très compréhensible,
Philippe fait partie du collectif Nouveau Champ et donc de la démarche ZRP, zéro résidu de pesticides. Eh bien ça, c'est très parlant. D'accord? Et dès on est sur des démarches moins communicantes, ou en tout cas il y a une acculturation plus forte à avoir, eh bien on va se diluer. Et donc dans la création de valeur, ça c'est un point quand même très important. Et parfois sur certains SICO, eh ben c'est pas encore suffisamment net la proposition de valeur qui est associée. Voilà. Ici, on leur avait demandé de choisir entre voilà différents produits. Le label rouge rassure, on était sur du transversal alimentaire. Si on avait fait sur fruits et légumes, ça serait un peu différent. Voilà, je vais vite sur certains éléments. Je vais zoomer ici sur ce point-là. C'est comment ont évolué vos achats avec les différentes crises. Voilà, sur la consommation. 60% nous déclarent en acheter autant. 20% disent en acheter plus et 15% en acheter moins. On est sur du déclaratif, donc les gens se voient souvent plus beaux qu'ils ne sont. Ok, il y a un peu de déformation ici, mais ça veut dire que ce qui les anime au moment où ils répondent, c'est qu'ils continuent d'en avoir un intérêt. Même si je l'ai pas fait, mais au fond de moi, je suis animé par l'envie d'eux. Et pour éclairer notre futur, on n'est pas sur un abandon des SICO. Voilà, dans le cœur et dans l'esprit des consommateurs. Question un peu étonnante où on a voulu croiser le lieu d'achat avec le label. Et en fait, ça réaffirme l'immense légitimité du producteur à prendre la parole. Celui à qui on fait confiance, c'est le producteur. Voilà. Voilà. Et par contre, la vente en ligne, qui est beaucoup plus fonctionnelle, tout en bas du graphique, dit bien qu'il y a quelque chose de détérioré, là, du lien de confiance. Et donc, pour tous ceux qui s'intéressent au e-commerce, ça veut dire qu'il va falloir combler ça, notamment avec des signes de qualité ou des démarches de marque beaucoup plus puissantes. Voilà. Les labels qui pourraient les intéresser, les circuits courts, le vrac, bon, ok, je vais vite. Les perspectives d'achat à l'avenir, vous pensez en acheter moins 6%, en acheter plus 24%. Donc on est maintenant, tout à l'heure Cécilia nous éclairait sur un frémissement. En tout cas, il y a l'annonce d'un désir de revenir sur des produits labellisés. C'est du déclaratif toujours, mais il y a un an, c'était complètement inversé. Voilà. Et enfin, on les a questionnés sur à quoi ils attachent de l'importance, qui ne serait éventuellement pas encore portée par un label aujourd'hui. Et ce qui mobilise le plus, c'est la rémunération plus juste du producteur. Et on a 46% des répondants qui nous disent qu'ils sont prêts à consacrer entre 5 et 10% de plus de valeur à l'achat du produit pour ça. Voilà, donc ça, vous avez tous les chiffres. Le deuxième critère, ce serait le goût. On est sur le plaisir. Et enfin, le local, un produit près de chez moi. Donc cette dimension du local qui est valorisée, elle aussi.